Bonjour à tous, bonsoir plutôt, bonsoir à tous. Bienvenue sur ce live en duo entre Bibliothèques sans frontières et la Ligue des familles. Je suis Flavie Gauthier des Bibliothèques sans frontières, qui est une ONG française qui est présente en Belgique et qui présente en Belgique depuis 2017 et qui s'occupe surtout d'éducation au numérique et d'éducation par le numérique, à la fois dans les écoles et les bibliothèques. Et on a un projet qui s'appelle Cyber Hero, avec lequel nous intervenons sur les sujets de sécurité en ligne et de citoyenneté numérique auprès des 8-13 ans. Et on intervient évidemment surtout dans les écoles et on intervient auprès des professeurs, des élèves, mais aussi des parents grâce à notre partenariat avec la Ligue des familles. Je laisse Mickaël se présenter, qui présente les sessions web éthiques. Voilà. Alors, je t'interromps, Mickaël, parce que apparemment on a un problème de son. Visiblement, on m'entend moi, mais pas toi. Alors, je suis désolée. On va essayer de régler ça. Est-ce que tu peux essayer de juste reparler? Alors, on attend, je sors. Est-ce qu'on entend maintenant? Quelqu'un peut nous confirmer qu'on entend Mickaël, s'il vous plaît? Parle un peu pour voir. Mika de WebEthic. Ok. Parfois la technique nous en... Oui, c'est marrant parce qu'on n'a pas eu de soucis la semaine dernière, mais là, visiblement, c'est différent. Tout est bien branché. Je vois bien d'ailleurs que je passe en vert dans l'application. Ouais. Euh, ok. Visiblement ça match. On nous entend. Ah, c'est quelqu'un a Ah, dit qu'on nous entendait? voilà, juste un ou deux qui peuvent mettre parfait, ok pour le son, super, impeccable. Alors on peut Ah, ok, continuer. c'est bon, ok. Désolée. Voilà. J'essaie Donc d'appeler. je reprends alors très brièvement. Plus maintenant, nous dit Terry. Bon, écoutez, voilà, donc WebEthic des séances ok, organisées par la Ligue des familles et Child Focus pour aller rencontrer les parents partout en Wallonie et aborder en long et en large le web et les enfants et les jeunes, évidemment, pour pouvoir donner des trucs et astuces à tous les parents. Voilà, et comme nous intervenons ensemble dans les écoles, nous avons décidé de faire ce deuxième webinaire ensemble pour parler de la thématique donc des relations sur les réseaux sociaux. Voilà, il vous sera bien sûr possible de revoir ce live sur la page Facebook de Bibliothèques sans frontières Belgique et sur la page Facebook de la Ligue des familles. Et je vous propose évidemment, parce qu'on est là pour ça, de poster toutes vos questions dans les commentaires. On aura aussi besoin de vous dans quelques instants en vous posant certaines questions plus précises. Et donc n'hésitez pas à interagir parce que c'est le but aussi de ce webinaire, c'est d'être interactif. Alors, pour commencer, en fait, je vais commencer un petit peu par parler des réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on entend par là? Parce que c'est vrai que voilà, on a parlé la semaine dernière dans notre premier webinaire de TikTok, mais il n'y a pas que TikTok dans la vie, surtout pour les enfants plus jeunes, il y a d'autres réseaux sociaux. Et donc, un réseau social, c'est avant tout un outil qui permet de communiquer et d'entretenir des relations
via Internet. Ça, je pense que vous le savez. Je pense que tout le monde aujourd'hui peut être sur un ou l'autre réseau social. Il y a des réseaux sociaux qui sont plus spécialisés. Par exemple, YouTube est beaucoup plus spécialisé dans les vidéos. Twitch aussi. Discord est aussi une application réseau social plus spécialisée pour parler des jeux vidéo. Et il y a aussi des réseaux sociaux qui sont plus des messageries privées comme WhatsApp. Ça qui est plus connu aussi pour les adultes. Les réseaux sociaux préférés des enfants de primaire, en tout cas, ça c'est une enquête qui a été menée auprès des enfants belges. Je cite Génération 2020. Donc c'est une grosse enquête qui a été faite sur tous les enfants belges et ça date de 2020. Et donc le premier réseau social qui arrive en tête, c'est donc YouTube, ensuite Snapchat, ensuite TikTok et enfin Instagram. Donc là, c'est les 4 premiers. Donc YouTube, Snapchat, pardon, TikTok et Instagram. Et tiens, dites-nous, vous, vos enfants, sur quel réseau ils sont? Est-ce qu'il y en a d'autres, par exemple, qu'on ne connaît pas? Est-ce que vous pouvez nous dire, par exemple, oui, voilà, sur quel réseau ils sont et depuis quel âge? Et on va regarder, bien sûr, ce que vous écrivez et vos commentaires. Alors, bien sûr, on demande l'âge parce que, évidemment, il y a un âge légal pour s'inscrire sur ces réseaux, n'est-ce pas, Mickaël? Oui, et donc si on prend des réseaux comme YouTube, Snapchat, Instagram, hein, qui est dans la galaxie finalement de Facebook, on a un âge effectivement légal auquel on peut s'inscrire. Hein, c'est donc les conditions d'utilisation qu'on valide quand on crée un compte. Et cet âge est de 13 ans. Alors, la question, on peut se dire de manière très factuelle, ben voilà, c'est 13 ans, mais la bonne question, c'est de se poser pourquoi. Parce qu'un enfant n'est pas l'autre, et on sait que notamment que sur les réseaux, ils trichent à l'occasion sur leur date de naissance, et donc ils sont sur des réseaux qu'on vient de citer. La raison, elle est assez simple. Hein, vous imaginez bien que Facebook, YouTube et ce genre de choses ne sont pas des philanthropes et répondent simplement à une législation qui est très cadrée, qui est une législation américaine qui s'appelle la COPPA et qui fait en sorte qu'un site Internet ne peut pas diffuser de publicité qui toucherait des enfants de moins de 13 ans. Donc c'est vraiment pour épargner les enfants au niveau de la publicité qu'existe cette règle, mais donc elle n'a rien d'éducatif. Quand on interroge les enfants, parfois, ils nous répondent ben, monsieur, on ne peut pas être sur Facebook parce qu'il faut 13 ans, parce qu'on n'a pas l'âge requis pour gérer des relations sociales virtuelles. Enfin, ouais, on entend un discours qui est plutôt le discours d'un parent qui sort de la bouche d'un enfant. Mais voilà, donc ce n'est pas une question éducative, c'est vraiment une question de législation. Ce qui veut bien dire que ce n'est pas tant une question d'âge. On peut avoir des enfants de moins de 13 ans qui peuvent très très bien gérer cet afflux publicitaire. Néanmoins, ces conditions d'utilisation, elles existent, elles sont validées et signées au moment où vous vous inscrivez. Hein. Signer, c'est une façon de parler, mais en tout cas, vous les acceptez. Et donc, si on découvre des profils qui ont moins de 13 ans sur Facebook, et je vous assure que c'est modéré, ben, ces profils, à un moment donné, peuvent tout simplement être supprimés. Et donc, à un moment donné, on perd l'accès à une série d'informations. Et ça, c'est aussi important, toutes ces photos qui partent comme ça à la poubelle et dont on n'a plus, en tout cas, le contrôle. Donc voilà, c'est 13 ans, mais ça ne veut pas tout dire. Oui, alors évidemment, on voit ici dans les commentaires des gens donc que les réseaux qui se ressortent, c'est Instagram, Snapchat, Discord, TikTok, WhatsApp aussi et YouTube, mais avec un compte de parents. Donc voilà, bah, effectivement, ça correspond un peu à ce qu'on a vu. Twitch aussi, qu'on utilise aussi pour la diffusion de vidéos. Donc effectivement, ça correspond un peu à ce qu'on a dit. Alors, on a parlé de l'âge, mais il y a une autre chose auquel il faut faire attention aussi, faut faire attention, à laquelle il faut penser quand on s'inscrit pour la première fois sur un réseau social, c'est aussi le fait qu'on va commencer à poster des choses de notre vie privée sur un réseau public. Donc c'est cette distinction entre la vie privée et la vie publique. Donc nous, en tout cas avec les cyber-héros, ce qu'on apprend beaucoup aux enfants, c'est de bien réfléchir avant de partager, à qui je partage et pourquoi. Et ça, c'est des choses qu'on peut regarder dans les paramètres de chaque application, les paramètres de confidentialité. Est-ce que je partage cette photo en public ou en privé? Est-ce que je la partage juste à mes amis ou à tout le monde? Normalement, sur Facebook, il y a ça aussi, mais il y a ça sur tous les réseaux sociaux. Donc, il n'y a pas de distinction vraiment entre les réseaux sociaux sur ce point-là. Il suffit de fouiller un petit peu les paramètres. Et c'est vrai qu'on voit que c'est vraiment difficile pour un enfant de comprendre aussi, je sais pas si Mickaël t'es d'accord, mais que tout ce qu'il postera, enfin tout ce qui est posté sur Internet va rester toute sa vie en ligne. Et donc Oui, ça pourra éventuellement influencer son avenir plus tard, quoi.
Oui, on dit souvent avec les enfants, et c'est encore plus vrai avec les ados, que Internet, c'est le prolongement de leur vie réelle. Hein, donc c'est finalement Ouais. un deuxième pan de leur vie, mais qui est tout à fait attaché à l'autre. Et donc cette formule à me donner, Internet est un espace public. Et donc un espace de liberté, hein, c'est ça surtout finalement les opportunités du net, mais surtout un espace public. Et donc ne fais pas sur Internet ce que tu ne ferais pas dans l'espace public. Ouais. On a une image qui marque assez bien en séance, c'est ne fais pas sur Internet ce que tu ne ferais pas devant ta grand-mère. Ah non, ouais. Voilà. Si Exact. tu ne le ferais pas devant, si tu ne le fais pas devant mamie, ne le fais pas sur Internet non plus. C'est important. Il y a quand même toute une série au moment où on crée son profil. C'est un moment crucial finalement dans sa vie sur le net, hein, puisque on va donner des informations qui sont parfois nécessaires pour créer le profil, mais qui ne doivent pas forcément apparaître en public. Quand on regarde sur certaines enquêtes, on voit que un jeune sur quatre donne spontanément son numéro de téléphone. C'est pas indispensable pour être sur Non. Facebook d'avoir son numéro de téléphone en public. On voit qu'un jeune sur 5 publie son adresse physique, donc où on sait où on habite. Ça veut dire que vous êtes sur Facebook, vous n'êtes pas ami avec cette personne-là, mais vous allez pouvoir, sans chercher, trouver son adresse parce qu'elle est spontanément laissée en accès public. C'est du paramétrage. Ça prend un peu de temps de se lancer sur Facebook pour bien analyser tous ces paramètres-là, mais c'est tellement important par rapport à ce qu'on va appeler la e-réputation. Hein. Effectivement, une fois sur Internet, toujours sur Internet. Hein. Et donc, ce qu'on poste aujourd'hui pourrait revenir dans Ouais. 20 ans, dans 25 ans. Et donc, c'est important de protéger au moment où on se lance pour éviter d'avoir des retours de flammes si jamais il y avait un couac un jour sur Internet. Oui, et surtout, enfin, comme tu l'as dit, c'est des histoires de paramétrage, et donc c'est important de regarder ça avec son enfant, en fait. Enfin, même si on n'y connaît rien au réseau social. Si par exemple on se dit, j'y connais pas, je connais pas du tout ce réseau, je vois pas de quoi ça parle, etc. C'est quand même important d'aller jeter un œil aux paramètres avec lui. C'est essentiel et bien souvent d'ailleurs, les parents ont l'impression, ont le sentiment par contre d'être moins compétents que leur enfant. Mais à ce moment-là, on pose la question aux enfants, Ouais. montre-moi où on peut trouver ça, faisons-le ensemble. Ouais, mais maman, ça c'est ça que ça veut dire, papa c'est ça que ça veut dire. Et là, ben, vous avez autant eux vont avoir le côté intuitif de l'outil, hein, de ce réseau, que l'adulte, lui, va avoir une expérience de vie qui va pouvoir servir à l'enfant. Et là, on va se dire, bah, tiens, j'ai le choix entre à faire afficher mon numéro de téléphone en public ou pas. Qu'est-ce que je choisis? On définit avec son enfant ce qu'on est d'accord qu'il mette sur son profil. Hein, Oui, parce que le but, une nouvelle fois, c'est de le protéger. À partir du moment où l'adresse est en libre accès, n'importe qui peut savoir où habite votre enfant. c'est C'est ça. juste une réalité. Alors, sur l'ensemble des gens, hein, Facebook, c'est 2 milliards d'abonnés. Hein, donc, globalement, si on peut relativiser par rapport aux chiffres, on a finalement peu de soucis. Et je dis toujours, si Facebook était aussi dangereux que le sentiment qu'on peut en avoir, il devrait faire la une de l'actualité, à mon avis, 10 000 fois par seconde. Hein, or, Ouais, on n'en est pas là. Donc, ouais. Facebook fait partie notamment des plateformes qui sont très bien modérées, mais chaque réseau va avoir un petit peu son propre mode d'emploi. Donc, Hmm. savoir comment fonctionne Facebook, savoir comment fonctionne TikTok, savoir comment fonctionne Snapchat, Instagram, etc., c'est illusoire, c'est pas indispensable. Par contre, de savoir qu'il y a vie privée, vie publique, et qu'on peut Ouais. paramétrer pour faire en sorte que certaines choses ne soient pas accessibles, ça, c'est essentiel. Oui, c'est ça. Et comme on le répète un peu, hein, c'est vraiment sur tous les réseaux, c'est possible de paramétrer ça. Il faut juste fouiller un peu et regarder la manière dont on peut régler ça. Et un truc qu'on n'a pas dit, c'est que les réseaux sociaux le mettent de, comment dire, dès qu'on arrive sur un réseau social, c'est d'office tout public et qu'il faut bien fouiller pour mettre en privé certaines choses. Et donc Ouais. c'est pour ça que c'est important de bien regarder avec son enfant aussi, parce que quand on s'inscrit, on est d'office en mode public sur tous les Ouais, réseaux. C'est c'est la leur fameuse intérêt. C'est la fameuse rengaine, effectivement. Mm. Si c'est gratuit, c'est toi le produit. Et donc, ce sont les informations personnelles qui sont utiles à ces réseaux-là, puisqu'ils vont les récolter et les vendre par la suite pour vendre de l'espace publicitaire. Hein. Donc, Ah oui, ouais. c'est ça l'intérêt premier, finalement, c'est d'éviter que nos enfants soient soumis comme ça à toute une série de publicités très ciblées. Alors on crée son compte, on a un profil, on a aussi un mot de passe. Donc on va maintenant aborder la question du mot de passe. Et donc c'est vrai que là aussi ça s'apprend, construire un bon mot de passe, un mot de passe sécurisé. Donc aujourd'hui on commence à le voir aussi hein, sur les sites internet, les réseaux. On a des conseils qui apparaissent à chaque fois qu'on veut créer un mot de passe et quand on ne respecte pas ces conseils ça ne marche pas. Donc là c'est les plateformes qui se sont
comment on dit, mise à jour d'elle-même. Mais c'est vrai qu'il y a plusieurs critères qu'on doit d'office respecter pour avoir un bon mot de passe. Ce sont d'abord d'avoir 8 caractères, de mélanger des chiffres, d'avoir des majuscules et des minuscules, et d'ajouter aussi des symboles. Et évidemment que ce soit quelque chose, en tout cas pour les enfants, facile à retenir, qu'on n'écrive pas partout chez soi. Et on peut construire une phrase dont on prend les initiales, une phrase qu'on connaît bien, par exemple, le mercredi après-midi, je vais au foot. Et alors, on prend les initiales de cette phrase et on les garde, on rajoute des chiffres à certains endroits. Ça peut être une idée. Est-ce qu'il faut connaître le mot de passe de son enfant? Qu'en pensez-vous? Ça, c'est une question qu'on vous pose parce que souvent, ça suscite des réactions chez les parents. Est-ce que d'après vous, il faut connaître le mot de passe de son enfant? Donc ça c'est une question qu'on vous pose et voilà, donc on attend vos réponses sur ça. Tu voulais dire quelque chose aussi par rapport au mot de passe, Mickaël? Mais on dit le mot de passe, en fait. Donc, alors, il y a cette expression du mot de passe. Avec, de plus en plus, avec les enfants, on pourrait avoir tendance à parler de phrase passe. Hein. Plus c'est long, plus c'est efficace. Le côté, effectivement, on ne le partage pas. On dit le mot de passe, c'est comme une brosse à dents. Ça se prête pas, c'est quelque chose de personnel Mhm. et ça se change. C'est important de changer son mot de passe régulièrement. Ceux qui sont actifs sur des réseaux plus professionnels pour leur travail ont tous les 120 jours une notification de leur administrateur réseau qui dit votre mot de passe est has-been, il faut le changer. Alors, le but, c'est quoi? Comment va fonctionner un pirate informatique? Je vous parle d'un logiciel malveillant. Hein. Ah, on nous signale qu'on ne m'entend plus. Hop. Un logiciel malveillant qui va essayer de craquer le mot de passe, c'est assez simple. Hein. Il va essayer toute une série de combinaisons. Et ces combinaisons, il va les trouver sur les réseaux. Donc, c'est une nouvelle fois la façon dont on aura alimenté le réseau avec nos informations personnelles. Exemple, si vous avez en 2012 fait l'acquisition d'un chat ou d'un chien qui s'appelle Médor, ben, l'ordinateur, il va essayer Médor 2012. Il va essayer 12 Médor, Médor 12. Toute une série de combinaisons comme ça. Et c'est une machine, hein, donc ça va très très vite, il essaie une série de combinaisons. On dit, à un moment donné, c'est un petit peu comme protéger sa maison. Si on protège bien sa maison, le voleur et le cambrioleur, il ira voir chez le voisin. Mais c'est exactement la même chose. Plus ça prend du temps pour craquer le mot de passe, plus la machine, elle va aller vers d'autres comptes qui sont moins protégés. Au bout d'un moment, ben, elle a fait le tour et elle revient. Et au bout de 120 jours, elle va revenir avec déjà une série de milliers et de milliers et de milliers de combinaisons qui ont été essayées, et elle va repartir avec de nouvelles combinaisons. Et donc là, on augmente le risque d'être craqué. On dit qu'un compte Facebook, en moyenne, peut être craqué en 8 secondes. Alors, Voilà. ouais, c'est rapide, hein, 8 secondes. C'est très rapide, oui. D'où l'intérêt à un moment donné de changer son mot de passe effectivement tous les 120 jours, Ouais. d'utiliser quelque chose de long et de bien mixer les caractères pour le protéger. Et ça, c'est vraiment quelque chose que les parents doivent expliquer aux enfants. On se dit comment je vais retenir ce mot de passe. Il y a des moyens mnémotechniques, comme tu l'as souligné, Ouais. avec la phrase. Mais c'est essentiel. La protection de la vie privée, elle passe par la protection des données. Et protéger ces données, c'est protéger celles des autres. Mais justement, je reviens sur la question du mot de passe parce que on avait posé la question, tiens, est-ce qu'il faut connaître le mot de passe de son enfant? Je vois qu'il y a plusieurs réponses qui disent, enfin, plusieurs parents qui disent non. Non, 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 parler avec lui régulièrement et s'intéresser à ce qu'il regarde. Il y a un parent qui nous dit, mais j'ai installé Google Famille avec mon fils et il a accepté les conditions. Alors peut-être que... euh, ouais, Ouais, oui. ce qui est important, c'est effectivement de discuter et d'ouvrir le dialogue par rapport à cette thématique qu'est Internet et la protection de la vie privée. La question qu'on doit se poser en tant que parent, c'est est-ce que j'ai besoin de connaître le mot de passe de mon enfant? À la base, le besoin, probablement pas. C'est pas un besoin. Est-ce que je pourrais en avoir besoin? Ça, c'est une autre façon de voir les choses. Mhm. Et si on se passe en parent prévoyant, accès préventif plutôt qu'en parent contrôlant, hein, parce que j'ai besoin du mot de passe de mon enfant pour vérifier ce qu'il fait. C'est pas témoigner de la confiance. Par contre,
faire en sorte d'avoir accès à ces informations si un jour il y a un pépin. Je disais en entrée que WebEthics, c'est un projet conjoint avec Child Focus et notamment les enfants disparus. Il est évident que si un jour on a un enfant qui disparaît, la première chose que les enquêteurs vont demander, c'est l'accès aux réseaux sociaux sur lesquels se trouve l'enfant, parce que c'est une mine d'or potentielle en termes de géolocalisation, d'autant plus s'il a un smartphone et ce genre de choses. Donc c'est important en cas d'urgence de pouvoir avoir accès rapidement sur Internet. Les recherches qui comptent, c'est d'aller le plus vite possible. Et donc là, à un moment donné, nous, on propose le principe de l'enveloppe. On propose à l'enfant de mettre son mot de passe dans une enveloppe, Ouais. de la fermer. Il peut vérifier quand il veut que cette enveloppe n'a pas été ouverte. C'est le principe de la confiance. Et si à un moment donné, on en a besoin parce qu'on est inquiet, ben à ce moment-là, on l'ouvre. Mais la règle, elle doit être établie. L'enfant doit être au courant que s'il y a quelque chose qui ne va pas, on pourra se permettre de l'ouvrir. Et comme tous les 120 jours, on doit le changer, ben, tous les 120 jours, on fait une croix dans le calendrier. C'est le jour où on change le mot de passe dans l'enveloppe pour le sécuriser à nouveau, comme une brosse à dents. On pourrait aussi se demander si les enfants sont au courant des mots de passe des parents, parce que pour être souvent aussi dans les classes, je pense qu'il y a beaucoup d'enfants qui savent aussi les mots de passe de leurs parents. En tout Bien sûr. cas, c'est ce qu'ils nous le disent. Quand on leur demande si leur mot de passe est sécurisé, ils nous parlent souvent du mot de passe de leurs parents aussi. Donc, Et oui. ouais, c'est une question dans l'autre sens. Mais alors, pour partir, je regarde s'il y a des questions sur ce thème du mot de passe. Apparemment, non. Donc, Non, je vais je n'en vois continuer. pas. Mais donc ensuite, une fois qu'on est sur les réseaux, bah voilà, on a parlé du mot de passe, de la sécurité des données, etc. On va aussi parler du contenu à partager et notamment du droit à l'image, qui est une notion très très importante aussi pour l'enfant, qu'il sache bien que qu'il doit toujours demander l'autorisation, en tout cas à ses amis, avant de publier l'image, leur image en fait. Donc peu importe de qui tu poses l'image, même si c'est ta sœur ou ton frère, tu dois toujours leur demander leur autorisation. Et donc ce droit à l'image est aussi important à savoir en tant que parent, parce que nous, aussi en tant que parent, on a le droit à l'image de notre enfant, et il faut aussi penser au fait que parfois on peut publier des photos de nos enfants ben voilà, très jeunes, dès ses premiers pas ou des 3 ans. Et il faut se dire aussi que notre enfant verra ces photos-là quand il sera adulte et donc ces photos ne seront pas effacées d'Internet. Donc on parlait tout à l'heure de d'irréputation, pardon. Et donc c'est vraiment ça qu'il faut penser aussi sur avec le droit à l'image. Je sais ce C'est que... Ouais. effectivement essentiel de demander ce qu'on fait. C'est un peu Mm. cet adage qui est fais ce que je dis, mais pas ce que je fais. Ben, on doit effectivement montrer l'exemple. On sait, alors il y a une nouvelle fois, attention au paramétrage. Le paramétrage, partager une photo de son enfant dans un cercle familial, c'est quelque Mm. chose qui peut être acceptable. Mais ceci Oui. dit, prenons l'habitude de demander l'avis. Parce que c'est sur Internet, c'est pas comme ça. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, mes parents adoraient montrer à nos invités les photos où on avait la varicelle. Oui, Je suis, sympa. je suis bien, je suis bien content que ces photos ne soient pas sur le réseau Ouais. et consultables par tout le monde. Donc finalement, je pense que c'est un réflexe à avoir. C'est juste aussi une question de respect finalement pour son enfant. Et comme on est dans le dialogue, je trouve que c'est facile de mettre ça sur la table. Oh, regarde, on fait une photo drôle. On aime faire ça avec ses enfants. On parlait du phénomène TikTok la semaine passée où les parents font des TikTok avec leurs enfants. Ouais, ouais, ouais. Ça pose pas de problème en soi, mais demandons l'autorisation de manière très simple, très logique, pour leur apprendre à demander l'autorisation, à se dire, c'est pas parce que j'ai une photo qu'elle Ouais. m'appartient et que j'ai les droits sur les personnes qui figurent sur cette image. Oui, c'est surtout pour les relations avec les amis après, hein, en fait, hein, parce que Oui, il y a souvent beaucoup de problèmes qui partent de là aussi. Ah ben j'ai un tel a partagé une photo de moi sur un groupe où il devait pas, etc. Et donc c'est pour ça que c'est important aussi que votre enfant connaisse ce droit à l'image, parce que pour ses amis aussi c'est quelque chose qu'il doit savoir. Exactement. Et qui peut causer des problèmes aussi de relations. c'est prendre une photo sur Internet parce qu'elle est disponible, ne la rend pas libre de droit. Également, il y a des banques d'images. On parle Oui. de la musique. On peut parler du téléchargement illégal et ce genre de choses, le partage. De plus en plus, d'ailleurs, Facebook notamment, ils ont des algorithmes qui permettent de détecter tout ce qui est soumis à droit d'auteur. Ça en fait partie aussi. Le droit à l'image, le droit à la propriété intellectuelle, tout ça, c'est des choses qu'il faut aborder avec ses enfants. Alors, je vois que je suis un peu floue, mais j'arrive pas trop à régler ma caméra. Je sais pas pourquoi, mais bon, c'est pas grave, c'est bizarre.
Je sais pas si tu me vois flou, Mickaël. Mais par moment, mais Ouais, ouais. la technique a des mystères qu'on ne pourra jamais Voilà, ouais. comprendre aujourd'hui. C'est très bizarre. La semaine dernière, on a eu zéro problème technique et aujourd'hui, voilà. Mais donc, je vois une remarque de Jeanne qui nous dit, dans son école, nous pouvons choisir les droits à l'image. Alors, Ouais, oui, alors évidemment, alors là, on rentre dans un champ qui est un peu plus spécifique. On a tous entendu parler du RGPD, hein, ce fameux nouveau ouais, règlement général de protection de la vie privée, où effectivement, donc, dans les écoles, il y a maintenant un formulaire à remplir qui permet et qui autorise l'école à utiliser les photos des enfants ou à faire des photos. C'est des sentiments éclairés qu'on doit faire. Ça, c'est une chose, hein, c'est effectivement le droit à l'image. On ne peut pas faire des photos de vous et décider de les publier sur les réseaux, sur Internet ou de quelque manière que ce soit. Donc c'est vraiment important, et je pense que c'est important pour le respect de la vie privée que ce règlement a beaucoup d'intérêt, même s'il a cassé les pieds à beaucoup d'entreprises, hein, puisque vous comprenez bien que Facebook n'a pas vu arriver ce fameux RGPD avec beaucoup de bienveillance. Mais je pense que c'est nécessaire et partout, c'est une question à se poser. Tiens, cette image-là, est-ce que je peux qu'est-ce qu'elle met en scène, de qui est dessus, à qui dois-je demander. Alors, il y a des différences entre les photos où on reconnaît les personnes et les photos prises dans l'espace public. Il y a plein de nuances au ouais. niveau de ce droit à l'image. Il faut se renseigner un petit peu. Mais effectivement, les écoles ont l'obligation de le demander. Les associations jeunesse, c'est la même chose. Voilà, on ne peut pas publier sans autorisation. Oui, non, c'est ça, c'est ça. Et on peut pas croire que parce que c'est sur Internet, c'est libre de droit, ça c'est Oui. clair. Et c'est pareil pour les textes, évidemment. Je vois qu'il y a une remarque de Jérôme qui fait une excellente transition pour la suite, parce que c'est vrai qu'on parlait de droit à l'image et de relations, d'amis. Une notion nouvelle, c'est la relation numérique. Des jeunes que je connais parlent de copains alors qu'il n'y a aucune relation dans la vie réelle. À mon époque, ce copinage était précédé d'un bisou. Alors nous, c'est c'est pas vraiment exactement ce dont on voulait parler, mais presque parce qu'on voulait parler justement de cette notion d'amis virtuels, d'amitié en ligne, parce qu'on veut vraiment dédramatiser la chose avec ça. Voilà, donc ça c'était vraiment le point qu'on voulait souligner, n'est-ce pas, Michael? Oui, donc c'est un phénomène effectivement qu'on constate, hein, à partir du moment où on se retrouve sur des réseaux, on va avoir cette notion d'amitié en ligne, hein, d'amis en ligne, avec des gens qu'on n'a jamais rencontrés dans la vraie vie. Donc, alors tout ça, j'ai envie de dire, globalement, même nous en tant qu'adultes, tous les jours, on peut rencontrer de nouvelles personnes, on étend son réseau, et c'est pas vraiment problématique. Et on peut tout à fait imaginer que les jeunes qui sont dans l'âge où ils doivent développer leur réseau en font de même. Il y a cet outil Internet qui vient, qui fait finalement les rencontres naissent parfois en ligne. Ce qui est important, la règle de base qu'on a envie de dire, à partir du moment où on accepte comme amis, parce que ce mot il existe, hein, c'est les amis sur Ouais. Facebook. Voilà, c'est vraiment ce terme-là. À partir du moment où tu n'as jamais vu cette personne pendant 10 minutes dans la vraie vie, est-ce que c'est vraiment un ami? Il y a d'autres moyens d'entrer en contact avec ces personnes-là sans les incorporer dans cette liste d'amis, parce que cette liste d'amis, elle va donner accès à une série d'informations qui sont privées. Et donc, nous, quand on travaille, on peut envoyer des questions ou des demandes à des entrepreneurs, peut-être même via Facebook, hein, il y a des pages, ben, à un moment donné, on ne les rajoute pas forcément, on accepte un messenger, une discussion avec eux sans les valider dans notre liste d'amis. Donc c'est vraiment, on dit chez les enfants, est-ce qu'un ami, quand tu l'as jamais vu au moins 10 minutes, est-ce que ça tient vraiment la route? À côté, vas-y, pardon. Ouais, non, je voulais dire, en fait, c'est vrai d'un côté, mais avec ce qui se passe pendant le confinement et le fait qu'on était aussi bloqués chez nous, on peut considérer que cette règle des 10 minutes, on peut l'avoir aussi en Skype, par exemple, ou en Zoom. Genre, je le rencontre 10 minutes à distance. Bien sûr, alors une nouvelle fois, je pense que c'est une règle de base qui doit s'adapter en fonction de la situation, en fonction des réalités familiales aussi. Hein. Chez Mhm, Webéthique, on mhm. n'est certainement pas des donneurs de leçons. Non, ouais. Et quand on a des enfants qui sont des grands gamers, qui jouent beaucoup, ben sur les jeux, on a aussi la rencontre de personnes qu'on n'a jamais rencontrées, avec qui on va discuter. La règle qu'on a citée, c'est
on parle du jeu dans le jeu et on ne migre pas cette amitié de gaming vers un autre réseau. C'est pas du tout nécessaire. Mais enfin, on sait que dans une bonne partie, en tout cas, des jeunes profils qu'on va trouver sur les réseaux sociaux, ils sont en contact avec des gens qu'ils n'ont jamais vus. Pas forcément des contacts proactifs, hein, c'est juste parce que c'est le cousin et qu'à un moment donné, on voulait s'échanger des panini ou ce genre de choses. En soi, c'est pas véritablement problématique. On sait que dans la réalité, dans plus de 90% des cas, ces amitiés en ligne ne vont jamais Oui, arriver dans le réel. ouais, c'est ça, c'est ça. Alors, ça veut quand même dire qu'il y a un peu moins de 10% de ces amitiés qui vont migrer vers des amitiés, enfin des rencontres en réel. Et c'est là finalement le danger, c'est d'imaginer rencontrer quelqu'un en vrai alors qu'on ne l'a jamais rencontré de visu et que la première rencontre se fasse dans de mauvaises conditions. On ne sait pas, derrière un profil, on ne sait pas vraiment ce qui peut se cacher. Et donc il y a une série de prudences. Quand j'étais petit, on me disait on ne parle pas aux inconnus. Ouais, Hein, ouais, c'est un petit peu le même principe. Attention, si à un moment donné, cette rencontre qui peut s'expliquer. Hein. Je prends ouais. l'échange des panini, vous achetez quelque chose sur Marketplace ou ce genre de choses. Ben, à un moment donné, il faut bien procéder à un échange physique des choses. Ben, les règles elles sont simples. On en parle à quelqu'un. Surtout, tu ne le fais pas en stummeling. Hein, tu ne le fais pas enfin, en dessous de la table. Il faut que quelqu'un soit au courant. Tu en parles, tu fais ça dans un lieu public, tu fais ça le jour et tu y vas accompagné. Oui, mais c'est exactement ce que j'allais dire. Ne pas donner son adresse personnelle, voilà, se donner rendez-vous dans un lieu public. En fait, ce sont les mêmes règles aussi pour les rencontres amoureuses sur aller sur les applications et ce genre de choses. Hein. Ouais. C'est Tout ça à aussi. fait. Ouais, Ce qui est essentiel, c'est qu'à un moment donné, si le dialogue n'est pas ouvert et qu'Internet est un tabou dans la famille, ben à un moment donné, les parents ils vont pas capter l'information et on pourrait, dans de rares cas, mais un cas est un cas de trop, imaginer à un moment donné qu'un enfant décide d'aller rencontrer quelqu'un qui pense être un autre enfant sans en avoir parlé, avec tous les risques qu'on peut imaginer. ouais, c'est ça, c'est ça. C'est de rares cas, mais voilà, on ne peut pas les banaliser. Oui, et donc on rappelle évidemment que tout ça, comme l'a dit Michael avec les chiffres, ce sont vraiment des rares cas, donc 10% des rencontres virtuelles se terminent dans la vie réelle, donc il faut vraiment relativiser tout ça, il ne faut pas s'alarmer non plus par rapport à tout ce qu'on voit par exemple dans les films ou dans les médias sur ce qui pourrait, enfin voilà, les réseaux de pédophilie. C'est pas qu'il faut être, comment dire, bisounours et se voiler la face et ne pas y croire, mais il faut pas non plus dramatiser et ne pas en voir chaque coin de rue, en fait. C'est Ouais, ça. on est forcément dans un pays qui a été terriblement marqué, hein, je dis Ouais, régulièrement, on a encore le cœur qui saigne par rapport à ces affaires des années 90. Mais effectivement, ce séisme qui a lieu dans la société belge et européenne fait qu'à un moment donné, on a commencé à priver nos enfants de liberté mm, pour les protéger. Hein, donc, il n'y a pas du tout de mauvaises intentions derrière. Et qu'à un moment donné, ben, il faut bien qu'ils fassent les expériences que la génération d'avant faisait d'une autre manière. Ben, ils les font via les réseaux. Et il y a aussi de très, très belles rencontres qui naissent sur le net. Hein. On entend tous les jours parler de très, très belles choses. Le côté militant aussi, on n'en parle pas assez, des jeunes hein, qui se retrouvent ouais, sur des réseaux ouais. pour partager des centres d'intérêt commun Oui, et les qui réseaux de luttent pour des causes solidarité. humanitaires ouais, et ce genre de choses. Donc, c'est aussi Ouais. un des bienfaits des réseaux. Hein. Exactement, exact. Et alors, justement, en parlant de bienfaits des réseaux, on voulait aussi aborder avec vous la bienveillance en ligne et donc dans les relations. Donc là, on parle vraiment des amis, bah voilà, des camarades de sa classe, des camarades, enfin des enfants que votre enfant connaît vraiment, mais qu'il retrouve sur les réseaux sociaux, parce que c'est vrai que pendant le confinement, bah, c'était un peu les seules relations sociales qu'on avait, nous aussi en tant qu'adultes, mais aussi les enfants. Et donc, les relations sociales passent beaucoup par les réseaux. Et nous, on a une devise, en tout cas, avec les cyber-héros, quand on parle avec les enfants, c'est vraiment sur les réseaux, être gentil, c'est cool. Donc c'est vraiment une devise et c'est un programme pour essayer de promouvoir le respect des autres et la bienveillance en ligne, c'est-à-dire voilà, il y a des commentaires, je suis témoin, je vois des commentaires méchants, je vois des choses qui sont pas gentilles, ben je ne reste pas sans rien faire, je réagis de façon à rassurer la personne qui est insultée, de façon à bloquer aussi la personne qui insulte ou qui dit des commentaires méchants, ou à lui dire simplement qu'elle n'a pas à faire ça, que son attitude n'est pas normale, et ne pas être spectateur passif de
ce qui se passe sur Internet pour éviter le discours haineux et la parole méchante déjà dès le plus jeune âge, parce que c'est quelque chose qu'il faut apprendre vraiment dès l'âge, enfin dès les premiers pas sur les réseaux sociaux, parce que ensuite quand on est ado, c'est parfois trop tard. Voilà, parce que on parle beaucoup de cyberharcèlement, mais les prémices de tout ça, ça passe aussi dans les relations entre enfants au primaire, sur les réseaux. Et donc aussi comprendre, par exemple, il y a beaucoup d'enfants qui pensent que, enfin, qui se rendent pas compte de la manière dont ils parlent sur les réseaux. Je parle principalement des réseaux de jeux vidéo aussi. On dit direct, enfin, les enfants utilisent souvent le mot noob qui veut dire nul, dès qu'ils parlent à quelqu'un, un enfant qui n'a pas le niveau pour rentrer dans un jeu vidéo. Et ce genre de discours, bon voilà, c'est pas qu'il faut interdire ces mots-là, mais c'est juste que si on essaye de montrer que c'est pas normal et qu'il y a d'autres mots pour parler sur Internet, pour essayer de mettre un climat un peu plus bienveillant et un peu plus serein par rapport à tout ça, on pourrait éviter des actes plus graves après pourraient être de la cyber-intimidation. Pardon. Voilà, de la cyber-intimidation. Et sachez qu'en primaire, par exemple, il y a déjà 11% des enfants qui disent être victimes de cyberharcèlement. Donc c'est toujours selon cette même enquête dont je vous parlais tout à l'heure, Génération 2020 de Média Animation. Donc voilà, c'est vrai que là, le dialogue est très important avec les parents, n'est-ce pas, Michael? Oui, et on sait même que les plus belles armes qu'on a pour lutter contre le cyberharcèlement, elles se font de manière offline. Hein. C'est les comportements qu'on a dans la vraie vie qui sont à mettre en évidence. C'est dans la cour de récréation, alors qu'on n'est pas connecté et qu'ils ne savent peut-être même pas encore ce que c'est une connexion Internet, qu'on peut travailler. Donc de Ouais, plus en plus, on a des écoles qui vont être très sensibles à la gestion de ces espaces communs ouais. pour éviter les tensions et qui vont être tolérance zéro en termes d'insultes et ce genre de choses, parce que c'est vraiment essentiel. Et donc, au niveau des parents, évidemment, quand on parle des réseaux sociaux en tant que parent et en tant que parent belge, européen, ayant vécu les séismes et tous ces drames qu'on a pu connaître en Belgique, et quand on parle de cyberharcèlement, on entend quand même régulièrement parler de cyberharcèlement. On n'est pas Ouais, sur ouais. quelque chose qui est à prendre à la légère, mais heureusement, la majorité des choses, une nouvelle fois, se passent bien. Hein. Je veux dire qu'on n'est pas sur des cas de harcèlement qui concernent tout le monde, mais qui concernent beaucoup trop d'enfants. Ça, c'est clair. Et donc, c'est important pour les parents de verbaliser ça auprès de leurs enfants. Donc, les enfants ne comprennent pas forcément les peurs qu'ont les parents. Non. Non, tu vas pas sur Facebook, c'est trop dangereux. Oh, papa, tout le monde est sur Facebook. Pourquoi moi, je peux pas y aller? Ah, de toute façon, c'est 13 ans. Et genre de choses. Alors que finalement, ce qui nous fait peur, c'est qu'à un moment donné, ils soient effectivement confrontés à toute cette violence, à ce harcèlement qu'on peut imaginer. Et si on lui dit, écoute bonhomme, je sais que tu es intelligent et que tu peux faire attention, mais il y a une série de dangers dont il faut qu'on parle. Et moi, j'ai vraiment peur qu'à un moment donné, il y ait quelque chose qui t'échappe ou que les gens s'en prennent à toi sur les réseaux, te disent des méchancetés. Comment on va faire si jamais ça arrive? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, ok, pour moi, on peut envisager que tu sois connecté, mais alors on fixe les règles parce que moi, en tant que parent, j'ai besoin d'être rassuré. Dis-moi quels sont les signaux d'alarme. Ouais. Dis-moi comment je peux faire pour pouvoir t'aider. Toi, aide-moi à jouer mon rôle de parent. Hein, en me disant les choses, et moi, à un moment donné, je pourrais jouer mon rôle en venant t'aider si jamais il y a un souci. Donc, c'est important de le dire, et parfois, on oublie d'exprimer les craintes qu'on a et qui, pour les enfants, peuvent sembler particulièrement irrationnelles. Hein, parce qu'ils ne sont pas forcément touchés de plein fouet ou ils relativisent. Hein. C'est comme les auteurs de cyberharcèlement vont très souvent dire c'est une blague qui a mal tourné. Ouais. Hein, Oui, oui, non, c'est voilà, ça, c'est ça. c'est un peu léger. Et donc, Ouais. rentrons en disant, OK, moi, je suis prêt à ce qu'on en discute, prenons le temps d'en discuter. Mais mes craintes, moi, c'est celle-là. Et comment tu fais, toi, en tant que jeune qui veut aller sur Internet, pour m'aider à me donner à passer au-dessus de ça et pouvoir t'accompagner. Donc, je pense que ça, c'est vraiment important. Et il y a justement une mère, en tout cas, qui a écrit C'est ce qui nous fait peur, justement, le cyberharcèlement avec un enfant de 11 ans.
Donc voilà. Mais franchement, le meilleur conseil qu'on peut donner, c'est ce que vient de dire Michael, c'est vraiment d'ouvrir le dialogue sur ça et de savoir aussi, bon, faut savoir aussi qu'il y a aussi des associations qui sont là pour vous aider par rapport à ça et qui veut vous permettre, si vous avez rencontré justement ce problème ou si vous vous êtes rendu compte qu'il y a vraiment un souci avec votre enfant, il y a des associations qui sont là pour vous aider à vous encadrer, donc comme Child Focus dont on a mis le numéro juste en dessous, le 116 000. Donc on les connaît surtout. Child Focus s'occupe beaucoup de ça, même si on sait qu'il s'occupe beaucoup aussi de disparition d'enfants, mais on en parlait tout à l'heure. Mais voilà, Michael et WebEthic interviennent avec Child Focus, donc la sécurité sur Internet, ils s'en occupent bien aussi. Et donc, effectivement, il faut que votre enfant sache que vous êtes la personne de confiance à qui il peut en parler s'il y a un souci. Et c'est pas non plus, vous n'êtes pas là non plus pour lui faire peur. En tout cas, moi, je pense pas que ce soit comme ça qu'il faut aborder le problème. Mais comme a dit Michael, c'est d'essayer de verbaliser vos craintes et pour identifier le phénomène. Effectivement, je vois qu'il y a d'autres questions de parents. Michael, je sais pas si tu les vois. Est-ce qu'il n'y Oui. a pas... Ouais, tu vois. Et donc, les Ouais, associations, alors on parlait de la course au like, hein, si j'ai bien compris, avec cette notion d'amis là tout à l'heure. Ben ouais. oui, c'est une nouvelle fois, ces profils privés, publics. Attention à ce qu'on poste, plus on a d'amis, on voit des jeunes avec des. Donc la moyenne les enfants, les jeunes ont en moyenne 150 amis sur Facebook. C'est la moyenne, avec des pointes qui vont jusqu'à 200. Alors forcément, il y en a d'autres qui vont jusqu'à 2, 3, 4. Je pense que c'est 5000 amis maximum sur Facebook, mais on parle d'hommes politiques, hein, ou de personnalités qui atteignent ce niveau-là. C'est rarement Oui, le cas des jeunes, mais oui, puis attention, surtout qu'ils sont plus effectivement, trop sur Facebook, hein. On va le dire. voilà, c'est ça, voilà, il y a l'immigration, Ouais, mais il y a la popularité, se faire un réseau. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans la majorité des cas, il ne va pas y avoir de rencontres offline, donc le risque est limité. Mais par contre, c'est important d'expliquer à son enfant, attention, ces amis virtuels que tu n'as pas, enfin que tu ne connais pas, attention, ça se rencontre pas, quoi. Je veux dire, à la base, c'est pas nécessaire. Ça, c'est une chose. Ça, c'était la course au like. Bah, faire les le faux. tri, annuler les faux amis, ouais, tu l'as vu ça? Ouais. Suivant leur Y âge. une question qu'on pose aussi en webéthique, c'est faut-il être ami avec son enfant sur les réseaux? Ouais, ouais, ouais. Alors là, en fonction du profil de parent qu'on va avoir, celui qui a décidé d'être plutôt dans le contrôle, ben, ça peut être une exigence. Oui, tu peux aller sur les réseaux, mais par contre, tu dois m'accepter comme ami. Comme ça, et alors je fais un grand clin d'œil, comme ça je pourrais vérifier ce que tu fais, mais les enfants savent très bien faire en sorte de ne pas faire apparaître Ouais, bien sûr. certaines publications pour filtrer, donc ça c'est Mais bien une sûr. utopie. Voilà, Child Focus, on a répondu. Nous pouvons aussi utiliser un modificateur de voix. Alors, Ça, il j'ai va pas exister compris, tout, ouais. mais Ouais. je pense que c'est pour. Non, j'imaginais la modification de voix pour qu'on n'ait pas la reconnaissance vocale. C'est vrai qu'il faudrait qu'on s'arrête de plus en plus avec le chat vocal. Hein, maintenant, on s'envoie les messages directement par messagerie. Pour en revenir sur le harcèlement, il y a quand même encore deux petits points qui sont vraiment Ouais, essentiels. On a parlé de la victime tout à l'heure, mais par ouais. contre, On ce a qui est parlé du aussi. témoin aussi. Je On parlais a du témoin, ouais, ouais. voilà, le témoin qui doit réagir, c'est Ouais, important. ouais, Donc l'enfant qui vient vous signaler qu'il a vu quelque chose de exact. heurtant ou de pas normal, parce qu'on l'a habitué à la bienveillance et qu'il a pu identifier quelque chose qui n'était pas bien, mais il vient vous le signaler, ça nécessite une réaction. Ouais, Il exact. y a des mécanismes de signalement, il y a le 116 3x0 de Child Focus, d'autant plus si ça concerne un mineur qui serait potentiellement en danger. Donc il y a une réaction qui doit être importante. Et puis il reste finalement cette partie qui est l'audience. Il n'y a pas de cyberharcèlement s'il n'y a Sans, pas d'audience. Hein, donc c'est vraiment important à me donner. Le petit pouce bleu, il ressemble à rien. Il est simple, mais il mais est très fort, ouais. il est d'une puissance incroyable parce que c'est ça qui va générer un algorithme qui fait que la publication va être encore plus vue et qu'on va aller sur quelque chose de viral. Donc c'est vraiment important de réagir, de signaler et de bloquer. Exact, c'est ça. Et vraiment signaler, bloquer, faire des captures d'écran si on en a aussi l'occasion. Et oui, non, mais c'est cette notion de témoin. En fait, c'est vrai il faut parfois plus s'occuper de ça, du fait qu'on soit tous des témoins. En fait, on l'est aussi en tant qu'adulte, hein, parfois, et de bouger notre manière de réagir plutôt que de se focaliser parfois trop sur la victime.
Et c'est vrai qu'en agissant sur les témoins, on peut parfois avoir des beaux résultats. Je vois que on a. Alors attendez, j'ai encore une autre question. Quel discours pour aider à éviter la course au like? Et je pense que ça va être la dernière question parce qu'on va dépasser le temps. Ta, ta, ta. Alors, quel discours pour aider à éviter la course au like? La course au like, mais alors si on parle ici par rapport à des commentaires blessants qui vont récolter des likes, c'est ça? Bah, J'imagine, hein. je pense même ici que c'est si on prend les stories sur Instagram ou etc., Ouais, où il y a le ouais, ouais. principe de rechercher de la popularité, évidemment. Ça, Et ça, pour, ouais. Et pour rechercher de la popularité, il faut qu'on ait un profil en public. Hein. C'est ça, Mm. parce que Ouais, sinon, ça ouais, ne marche ouais. pas, évidemment. Euh, la course au like, alors, si on ambitionne de faire carrière sur le net, mais une nouvelle fois, hein, beaucoup d'appelés, très peu d'élus. Hein, les youtubeurs, il y en a, mais il y en a beaucoup qui n'y sont pas. Pourtant, c'est Hein. le nouveau rêve Bien d'être sûr, influenceur, en tout cas. Ouais. bien sûr, et pourquoi pas, ça fait aussi partie des Bah, métiers bien sûr, ouais. du numérique. Mais à un moment donné, il faut se poser la question de l'essentiel. Est-ce que c'est pas un peu superficiel? Attention que la popularité, quand on édite du contenu, ce contenu, il va être critiqué. Et en fonction de l'âge qu'on a, on va pas assumer les Non, critiques de la c'est même ça. manière. Et donc, au Exact. niveau de l'estime de soi, Mm. qu'on peut avoir, et c'est inévitablement une course au like, c'est aussi une porte ouverte aussi vers harcèlement, évidemment. Ah ouais, ouais, Hein, évidemment. au sexisme, regardez toutes ces youtubeuses beauté qui se sont Mm. fait incendier de commentaires sexistes ou racistes ou ce genre de choses. Voilà, il y a un risque qui est là. Est-ce vraiment nécessaire? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose à faire? Je pense que c'est un petit peu ça. Après, en fonction de la publication, on sait que les chats et les chatons sur les réseaux sociaux ont toujours un succès fou et il n'y a Mm. pas vraiment de danger à publier une photo d'un chat. Hein, mais Non, non, non. voilà, je pense qu'il faut revenir un peu à l'essentiel. Est-ce que c'est utile? Est-ce que ça vaut? Est-ce que ça fait du bien? Mm. Voilà, on parlait de cette bienveillance tout à l'heure qui est vraiment le Ouais, mot essentiel pour harmoniser les comportements. exact, exact. Bah super, bah merci à tous en tout cas d'avoir suivi ce live. Merci pour tous vos commentaires et questions. Évidemment, c'est un sujet sur lequel on pourrait continuer encore pendant des heures, mais il est temps de vous quitter. Alors, on fera d'autres webinaires. Donc, pour vous tenir au courant, il suffit de nous suivre sur les réseaux. Donc, soit la Ligue des familles, soit Bibliothèque sans frontières Belgique. Vous verrez apparaître normalement les prochains webinaires. Donc pour plus d'informations sur WebEthic et le projet des cyberhéros, vous pouvez aller voir aussi sur nos sites respectifs qui vont s'afficher en commentaire. Je rappelle qu'on intervient dans les écoles vraiment avec un projet global qui touche à la fois les parents, les enfants et le corps enseignant. Donc ça s'appelle Cyber School, donc le projet des cyberhéros. Et WebEthic est vraiment le partenaire de ce projet. Donc n'hésitez pas à nous solliciter dans votre école si ou proposer ça à l'école de votre enfant. N'hésitez pas, donc c'est en primaire, hein, je répète. Et voilà, et on Bibliothèque sans frontières a plein d'autres ressources aussi pour les parents. La Ligue des familles et Child Focus aussi, donc n'hésitez pas à aller voir, les liens sont tout en bas. Et je vous remercie et à bientôt pour les prochains webinaires. À bientôt tout le monde, bonne soirée. À bientôt, portez-vous bien. Bonne soirée. Ouais. Au revoir.